Merci Dan, et surtout merci à vous tous et vous toutes d'être là avec nous. Ça nous fait toujours super plaisir de vous rencontrer. On essaye d'organiser le plus possible des événements comme ça à l'extérieur pour être en contact physique, échanger, se poser ensemble des questions, s'indigner de l'état de notre monde, et il y a fort à faire. Alors effectivement, les collègues, les camarades du pôle Écosos de Mediapart, Économie et Sociale, qui ont organisé ce débat, m'ont demandé d'intervenir pour raconter ma vie. Alors ma vie professionnelle et même ma vie professionnelle d'avant Mediapart. Puisque j'ai été salarié journaliste aux Échos pendant 10 ans, et donc j'ai vécu de l'intérieur le rachat par LVMH. Et c'est d'ailleurs à cette occasion, au moment du rachat de LVMH, que j'ai quitté les Échos pour rejoindre Mediapart, évidemment, avec cet enjeu qui était au cœur du projet de Mediapart, l'indépendance. Donc moi, je suis arrivée aux Échos en 1999, donc le siècle précédent. C'était le début de la bulle d'Internet, et les grands journaux se disaient qu'il fallait qu'ils aient des sites Internet et qu'ils transitent progressivement vers le numérique. Je ne suis pas restée très longtemps sur le site Internet, et rapidement j'ai rejoint le pôle social des Échos. Donc j'ai beaucoup écrit sur les conditions de travail pendant toute cette période-là. Et puis j'ai créé la rubrique Société, où j'ai commencé à écrire beaucoup sur les questions migratoires. Alors, bon, je garde un souvenir assez heureux de cette expérience professionnelle. Certes, je n'étais pas toujours en phase avec la ligne éditoriale des Échos, journal très néolibéral, très pro-business, mais je dois vous dire que c'était assez intéressant comme journaliste d'écrire pour un public qui n'était pas acquis aux valeurs que je pouvais avoir envie de défendre de mon côté, et que ça a quelque chose d'assez réjouissant de se dire ok, j'ai en face de moi potentiellement un petit patron de PME contre les 35 heures, potentiellement attiré par le Front National, c'était le Front National à l'époque, et comment j'écris pour essayer de le convaincre. C'était assez intéressant comme expérience. Et puis, évidemment, en étant journaliste aux Échos, on est très proche du pouvoir. C'est un journalisme qui s'intéresse évidemment à l'establishment, qui s'intéresse à l'institution, et donc les journalistes aux Échos ont des sources qui sont très très proches du pouvoir. Donc j'ai beaucoup appris. Le journal, à ce moment-là, était dans les mains d'un groupe qui s'appelle Pearson, le groupe Pearson, un groupe anglo-saxon qui était un groupe de presse, donc dont le métier était les médias, les éditions de jeunesse en Europe et dans le monde anglo-saxon d'une manière générale, puisque à ce moment-là, Pearson détenait également le Financial Times. Et le journal les Échos se portait bien. C'était un des rares journaux qui faisait des résultats, donc le journal était bénéficiaire. Tout se passait donc très bien, dans une forme de grande stabilité. C'est vraiment un journal, les Échos, qui a connu assez peu de propriétaires en 100 ans, des entreprises familiales au départ, et puis donc Pearson. Tout se passait bien, et en 2007, patatras, Bernard Arnault, qui était à ce moment-là le propriétaire de la Tribune, décide qu'il faut qu'il remplace le petit par le gros. La Tribune, considérée comme ayant moins d'envergure et moins d'influence dans le business que les Échos. Et donc, voilà, le projet arrive aux oreilles de la rédaction. Et là, s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans cette rédaction, qui était une rédaction assez sage, très professionnelle, rigoureuse bien sûr, mais qui n'est pas tellement révolutionnaire dans sa manière d'entrevoir les choses. La rédaction s'est mise vent debout, s'est levée, a contesté de manière très forte et pendant plusieurs mois d'affilée ce projet de rachat.
Ça s'est traduit par énormément d'AG, d'Assemblée Générale des salariés, mais aussi des pétitions, mais aussi des tribunes, mais aussi des grèves des journalistes qui ont levé le stylo, à tel point que le journal n'est pas sorti en kiosque plusieurs jours, ce qui n'était jamais arrivé, c'était vraiment du jamais vu dans une rédaction comme Mediapart. On a même organisé des tractages de flyers devant le siège de LVMH. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point l'équipe était en effervescence contre ce rachat. Et sur ce tract, si je me souviens bien, était écrit « L'indépendance n'est pas un luxe ». Et je me dis qu'ils ont eu raison de se lever et que ça a été un moment très fort pour cette équipe. Alors malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour empêcher le rachat. Le rachat a eu lieu. Moi, j'ai quitté donc les Échos à ce moment-là, considérant que je ne pourrais pas continuer d'écrire dans ces conditions. Et d'ailleurs, les journalistes, s'ils se sont levés, c'était pour principalement deux raisons. C'est d'abord qu'ils étaient très mécontents que leur journal soit racheté par un groupe dont le métier n'est pas la presse, puisque, comme vous le savez tous, LVMH, c'est du luxe. Et donc, ils ne voyaient pas comment un groupe dont le métier premier était le luxe allait pouvoir vraiment investir et développer un journal comme les Échos. Et puis bien sûr, ils s'interrogeaient sur leur capacité à continuer d'écrire à la fois sur les entreprises détenues par Bernard Arnault, mais aussi sur les entreprises concurrentes de Bernard Arnault. Puisque, évidemment, ils se sont retrouvés, à partir du moment où le rachat a eu lieu, en situation de conflit d'intérêts évident. Donc, le rachat a eu lieu et Bernard Arnault ne s'est pas arrêté là, bien entendu. Il a continué ses acquisitions. Ensuite, il a racheté en 2016 Le Parisien. Puis, il a racheté ensuite Paris Match. J'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dans la table ronde qui va suivre sur cette goinfrerie de Bernard Arnault à l'égard des médias. Et dans le même temps, Bernard Arnault a tissé sa toile politique, puisque au moment du rachat des Échos, Bernard Arnault était très ami de Nicolas Sarkozy. Maintenant qu'Emmanuel Macron est président de la République, il est très ami de Emmanuel Macron. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui sait tisser sa toile et comprendre là où il peut placer ses pions de manière intéressante. Bien sûr, avec ses acquisitions de médias, Bernard Arnault a toujours affirmé qu'il œuvrait pour l'intérêt général. Mais il suffit de regarder ce qui s'est passé dans ces journaux. Et là, je dois vous renvoyer au travail d'enquête de notre journaliste média à Mediapart, qui s'appelle Younes Abzouz et qui interviendra dans la table ronde suivante, qui a beaucoup écrit sur la manière dont Bernard Arnault traitait ses journalistes. Évidemment, lui dit qu'il œuvre pour le bien commun. En vérité, ce qu'il cherche à faire en acquérant toujours plus de médias, c'est d'asseoir et d'étendre son influence et évidemment de valoriser ses marques. Alors comment ça se traduit concrètement pour les journalistes de ces médias? Moi, pour le coup, je ne l'ai pas vécu de l'intérieur puisque donc j'étais partie à ce moment-là des Échos. Mais il faut écouter ce que racontent les SDJ de ces journaux. Les SDJ, c'est les sociétés des journalistes de ces journaux qui ont souvent beaucoup à dire. Et puis, ce qu'on peut observer en tant que journaliste. Et donc, à nouveau, je vous renvoie au travail et aux enquêtes de Younes Abzouz qui a écrit sur le sujet. Pour vous donner que quelques exemples, c'est évidemment la difficulté, par exemple pour Le Parisien, d'écrire un article au moment de la diffusion du film de François Ruffin, Merci Patron, impossibilité d'écrire une chronique sur le film. Une interview de François Ruffin qui est retoquée des pages, des colonnes du journal. Une interview, là je crois que c'est dans les Échos, de Philippe Martinez sur un autre sujet qui ne passe pas non plus le cap de la publication.
De la même manière, Le Parisien, qui publie énormément de comptes rendus des conseils municipaux et notamment du Conseil de Paris, des débats qui peuvent avoir lieu dans ces assemblées, n'a pas pu chroniquer les débats houleux qui ont eu lieu au moment où LVMH accaparait la ville, notamment au moment des JO. Des débats houleux ont eu lieu dans cet hémicycle, dans cette assemblée municipale. Le Parisien n'a pas pu chroniquer ce genre de débat. Et puis, peut-être, dernier exemple, la manière dont le dernier rédac-chef des Échos s'est fait démettre de ses fonctions à la suite de deux événements. D'abord, la publication d'un article faisant état des perquisitions fiscales contre le groupe LVMH. Et puis, la publication d'un article qui chroniquait le dernier livre d'Éric Orsena, qui se trouvait être très critique à l'égard de Bolloré. Donc, on voit... parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de dire et qui est important, c'est que quand Bernard Arnault a racheté le Paris Match à Vincent Bolloré, il l'a fait en échange du fait que Vincent Bolloré pourrait contrôler le groupe Lagardère. Donc vous voyez, ce sont des intérêts croisés et donc des formes de remerciements et qui se traduisent sur ce que peuvent écrire ou ce que ne peuvent pas écrire les journalistes. Et peut-être pour terminer, je pense que le pire ne se situe pas dans ces exemples de censure, mais dans ce qui se diffuse inévitablement dans des rédactions acquises aux mains de propriétaires tels que Bernard Arnault. C'est une forme d'autocensure. Comment, évidemment, mesurer, évaluer ce qui se passe dans la tête d'un journaliste, c'est très compliqué, mais aussi courageux soit-il, on peut imaginer que certains journalistes renoncent à écrire sur tel ou tel sujet, renoncent à être trop critiques parce qu'ils savent qu'ils risquent d'avoir un retour de bâton en cas de publication qui déplaît au patron de son entreprise. Pour terminer, je voudrais juste souligner que si la mobilisation des journalistes des Échos a été vaine, puisque le rachat a eu lieu, néanmoins, elle a été importante parce qu'elle a permis deux choses. D'abord, elle a permis la rédaction d'une charte éthique qui offre quelques garanties aux journalistes et qui permet un tant soit peu pour eux d'assurer, de garantir leur indépendance, mais surtout, ils ont obtenu que la rédaction ait un droit de regard sur la nomination du rédac-chef, de leur directeur éditorial. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, ils ont exercé ce droit il y a peu pour empêcher la nomination d'un journaliste qui était pressenti par la direction pour diriger la rédaction des Échos. Et ils ont réussi à empêcher cette nomination parce qu'ils considéraient que ce profil n'offrait pas suffisamment de garanties pour leur indépendance. Et donc voilà, d'une certaine manière, la mobilisation des journalistes a été vaine en 2007-2008, mais elle a permis d'obtenir ces deux éléments, une charte éthique et un droit d'agrément, ce qui me paraît important à souligner, puisque aujourd'hui, très peu de rédactions bénéficient de ce droit d'agrément. Je crois qu'il y a Le Monde, Les Échos et puis Mediapart, parce qu'on n'est pas les derniers. Merci à vous. Et je donne la parole, mais Dan va le dire, à Younes Abzouz, qui va poursuivre avec nos collègues confrères pour approfondir la question de la relation de Bernard Arnault et sa difficulté avec les médias et sa difficulté avec la liberté de la presse. Eh bien, merci beaucoup à Karine Fouteau.